Eh ben alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et merci pour votre patience. Et merci aussi à Frédéric et à Nicolas pour leur invitation et pour cet intérêt pour la pratique philosophique, et notamment celle avec les jeunes qui sont en fracture sociale, en fracture familiale. C'est donc dans le cadre de ce beau parcours éducation et nouvelles pratiques philosophiques que je vais aujourd'hui vous parler des ateliers philosophiques que je conduis avec les jeunes mineurs délinquants notamment. Mon intervention donc d'aujourd'hui, elle va s'adresser à tous ceux que ce public particulier intéresse, ou à tous les animateurs qui souhaitent proposer ce type d'intervention peut-être avec les jeunes délinquants. Nous verrons en quoi la pratique philosophique peut contribuer finalement à ouvrir des perspectives à ces jeunes, des conséquences de leurs actes et, par la pratique du dialogue réflexif, de s'engager sur le chemin de l'insertion et de l'émancipation en même temps. Alors, comment vais-je organiser ce webinaire? Je vais d'abord commencer par vous présenter rapidement mon parcours et ma pratique professionnelle de terrain, puis je ferai un petit point sur les enjeux de cette pratique en général. Je ferai assez vite quand même sur les principes, les valeurs, la démarche, pour arriver à l'axe suivant, qui est d'examiner l'univers si particulier de ce qu'on appelle les jeunes délinquants. Je vous présenterai ces structures judiciaires que sont les UMO, c'est-à-dire les unités éducatives en milieu ouvert, et la PJJ, en fait, la protection judiciaire de la jeunesse. Je vous expliquerai aussi comment j'interviens auprès de ce public dans le cadre du PLAT, c'est-à-dire le plan de lutte antiterroriste, à la demande du ministère de la Justice. Nous nous arrêterons aussi pour éclaircir quelques notions fondamentales et je vous présenterai, si on a le temps, quelques outils pratiques pour animer ce type d'atelier avec des exemples de thèmes et des exemples de supports. Voilà, j'espère sincèrement que ces éléments vous seront utiles si vous souhaitez vous lancer en autonomie dans ce type d'atelier et avec ce type de jeunes en difficulté, qu'ils soient délinquants ou simplement en grande difficulté, ultra décrocheurs, en rupture avec le système éducatif, avec leur famille, avec la société. Bien sûr, ce webinaire ne remplace pas une formation. Alors, je vous propose de décliner cette intervention en suivant le canevas suivant. Alors, je commence tout de suite par me présenter, donc pour ceux qui ne me connaissent pas. Après 25 ans d'enseignement des lettres, j'ai décidé de me former en philosophie. Et c'est en 2018 que j'ai validé le diplôme, le merveilleux diplôme universitaire en pratique philosophique avec les enfants et les adolescents sous la direction d'Edwige Chirouter à l'université de Nantes. Exploration que j'ai poursuivie à l'université de Paris-Descartes avec un diplôme en philosophie pratique de l'éducation et de la formation sous la direction de Sophie Audidière et de Sébastien Charbonnier, entre autres. Et parallèlement, j'ai débuté mes interventions philosophiques à l'école et dans la cité promise. En conséquence, le jeune peut alors entrer dans un processus de marginalisation ou encore adopter des comportements délinquants. Alors, mon objectif, c'est donc de proposer à ces jeunes mineurs des espaces de pensée dans lesquels ils vont pouvoir reconnaître, identifier leurs émotions dans un premier temps pour qu'ils puissent ensuite les mettre en mots et les faire dialoguer avec le groupe. Par ailleurs, et ce n'est pas non plus un hasard, les sujets de mes deux mémoires ont porté sur la dimension émancipatrice de la pratique philosophique pour une large part et également pour les enjeux politiques qu'elle met à jour. Et sans doute, mon engagement dans l'éducation populaire et politique a-t-il trouvé une résonance. Slide suivant. Je suis en effet engagée aux côtés des Francas. Je tiens à le souligner à chaque fois, c'est vrai, cette fédération d'éducation populaire qui est née en 1944 et au sein de laquelle il existe justement un très beau dispositif autour de la pratique philosophique que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est le dispositif Graines de philo. Ce projet vise à intégrer une démarche à visée philosophique dans l'ensemble des pratiques éducatives, que ce soit dans le sport, dans les loisirs créatifs, dans le théâtre, enfin bref, et dans la science. Cette démarche, en fait, elle vise à favoriser une éducation qui permette de comprendre le monde, d'agir sur lui pour vivre ensemble de manière, si possible, intelligente et apaisée. D'ailleurs, comme le souligne François Audigier, chercheur à l'Université de Genève en didactique des sciences sociales, il dit « L'expérience ne se transforme pas spontanément en savoir explicite, en savoir maîtrisé et utile. Il faut la lier avec des moments où elle est réfléchie, reprise, analysée. » Le monde de la philosophie avec les jeunes est petit puisque
je signale que le président du comité scientifique de Graines de Philo n'est autre que Michel Tozzi, aux côtés duquel on peut retrouver François Galichet, Olivier Blon, entre autres. Donc, vous le savez, leurs travaux sont très précieux pour tous ceux qui s'intéressent à cette pratique. Alors, pourquoi cet engagement au sein des Francas? Parce que, tout simplement, l'ADN des Francas, il est au cœur de l'éducation populaire. Et son ADN, son but principal, finalement, c'est l'émancipation des jeunes, avec bien sûr un accent spécial mis sur les jeunes qui sont issus des quartiers ou des milieux défavorisés. Vous allez comprendre que les valeurs et les grands principes qui sont à l'œuvre dans cette démarche et dans les missions d'émancipation des Francas sont finalement très similaires. Aux Francas, le mot d'ordre, largement hérité de Paulo Freire, c'est « ne me libère pas, je m'en charge ». Moi, j'y trouve une belle résonance avec les visées libératrices de la pratique philosophique avec les enfants et les adolescents. Depuis une dizaine d'années, je consacre mon temps principalement à aller sur le terrain pour des interventions à l'école, dans la cité et aussi dans des structures très diverses. Alors, des structures médico-éducatives avec des jeunes porteurs de handicap ou des jeunes travailleurs dans des foyers porteurs de handicap. Et depuis 5 ans, dans des unités éducatives judiciaires en milieu ouvert et fermé. Ainsi, ceux qu'on appelle les jeunes délinquants ou les délinquants juvéniles, eh bien, se sont révélés un public absolument inspirant pour moi, car tout aussi apte et légitime à s'emparer de l'exercice philosophique que n'importe quel autre type de public. Slide. Et parallèlement, il y a une dizaine d'années, vous pouvez changer la slide, Frédéric. Parallèlement, il y a une dizaine d'années, j'ai fondé aussi l'association L'Écume, agréée par l'Éducation nationale et au sein de laquelle j'anime des ateliers théâtre et des ateliers philosophiques. D'autre part, pour mieux situer mon engagement, je peux dire que je me reconnais et que je m'inscris de manière assez militante dans le mouvement des nouvelles pratiques philosophiques. Comme vous le savez, ce mouvement qui se donne pour ambition de démocratiser et de vulgariser la philosophie afin qu'elle ne reste pas uniquement réservée à une élite. Et par conséquent, l'univers des jeunes incarcérés ou des jeunes délinquants pris en charge par les éducateurs spécialisés se trouve approprié dans cette recherche. Parce que je suis finalement pleinement convaincue que ce public, plus que tout autre peut-être, a besoin de penser le monde. Et même si on peut entendre ici ou là certains dénoncer que ce serait pure perte de temps et d'argent que de s'occuper de ces jeunes égarés. Alors pendant ces ateliers, on remarque une fonction qui ne paraît pas si saugrenue que celle-ci. C'est celle dont parle notamment Merleau-Ponty, je le cite, quand il dit que la philosophie n'aide personne à résoudre les difficultés techniques de la vie active, c'est vrai, mais si elle amène les humains à les regarder et à en comprendre la portée et le sens, elle pourra peut-être leur être secourable. Moi, j'aime bien cette façon humble de parler de notre pratique. C'est un premier point de départ pour une aventure humaine qui, pour moi, est pleine, fut et sera encore pleine de belles surprises, surtout quand on s'intéresse à l'acte éducatif de manière générale. Socrate, on le sait, avait l'art et la manière de faire surgir la vérité par la magie du dialogue argumenté et d'interroger le savoir présent chez chacun de ses interlocuteurs, y compris les exclus de la citoyenneté d'Athènes, à savoir les esclaves. Finalement, on peut dire que 2500 ans plus tard, aujourd'hui, dans nos cités modernes, eh bien, des jeunes se retrouvent eux aussi marginalisés et de ce fait, quelque part, exclus de la cité et exclus du monde. Alors, que peut-on leur proposer pour leur venir en aide? Par le questionnement philosophique, on va travailler avec eux, d'abord sur leur représentation mentale, sur leur schéma intuitif de pensée, pour qu'ils en débusquent tous les angles morts, toutes les failles, toutes les limites, et pour qu'ils s'approprient ensuite progressivement, bien sûr, les outils intellectuels et culturels pour penser de façon autonome et éclairée. On va le voir à travers ces espaces où on va fabriquer de la pensée. Il va s'agir de travailler à la déconstruction de toutes les formes irrationnelles de pensée, des dogmes, des préjugés, de l'appropriation d'habiletés aussi de pensée, bien sûr, et d'habitus démocratiques. Ces jeunes, ils sont soit incarcérés au sens propre du terme, à savoir qu'ils sont enfermés dans une cellule de 9 mètres carrés pour des crimes ou des délits, 22 heures sur 24,
Soit ils sont libres et ils se sont quand même, pour finir, quand ils sont libres, des prisonniers, puisqu'ils sont finalement prisonniers d'un carcan de violence et de délinquance. Et on le sait, cette étiquette, une fois qu'elle est collée, elle peut enclencher un cycle de violence et de délinquance qui va se mettre en place et qui va souvent les empêcher de s'insérer dans la société et d'y trouver leur juste place. J'ai donc rencontré il y a quelques années la directrice et l'équipe d'éducateurs spécialisés de la PJJ de Brest. Ils avaient entendu parler de mes ateliers philo en Finistère et ils voulaient en savoir davantage. Alors, on a organisé quelques réunions durant lesquelles moi, je leur ai présenté la pratique. Et nous avons décidé en concertation de mettre en place des cycles d'ateliers réguliers à l'UMO dans un premier temps. L'UMO, Unité éducative en milieu ouvert. Ces temps d'échange réflexifs ont rapidement rencontré un assez grand succès auprès des jeunes, qui pourtant, franchement, en apparence, pouvaient paraître très éloignés de ce type d'activité cognitive intellectuelle. Mais de fil en aiguille, il y a 3 ans, l'UMO de Quimper a souhaité aussi intégrer le projet. Donc, depuis, j'interviens chaque mois dans ces 2 unités, à Brest et à Quimper, pour des blocs de 2 heures de philosophie. Alors, vous n'aurez que très peu de photographies parce que c'est interdit, ce qui se comprend parce qu'il convient de respecter l'anonymat de ces jeunes. Alors maintenant, replaçons-nous dans le contexte. C'est en 1997 que Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, défend l'idée qu'à chaque acte de délinquance devra correspondre une réponse éducative. Et c'est de là que les unités de protection judiciaire de la jeunesse vont s'atteler à développer des tas d'activités éducatives pour accompagner ces délinquants juvéniles. Ce qui fait que quand moi j'interviens à la PJJ, c'est donc soit dans le cadre de stages de citoyenneté, soit dans le cadre de mesures de réparation. Alors, comme vous pouvez le voir sur la diapo, la mesure de réparation, c'est une mesure éducative qui est prononcée à l'égard d'un mineur, auteur d'une infraction pénale, auquel il est proposé de réaliser une activité d'aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou alors dans l'intérêt de la collectivité. Ces jeunes qui ont commis des petits délits, pour exemple, la dernière fois, j'étais à Quimper, il y avait un stage de réparation et il y en avait un qui avait tagué le mur du commissariat. Voilà. Mais ces stages de mesures de réparation sont obligatoires, si vous voulez, sont obligés. Et pour ce qui est des stages de citoyenneté, là aussi, ce sont des jeunes qui ont commis des délits et qui sont contraints de participer à un stage qui dure 2 jours à la suite d'une décision du juge de l'application des peines. Donc, les stages de citoyenneté, ils ont été instaurés par la loi du 9 mars 2004 et ils se présentent comme une alternative à l'incarcération. Ils sont obligatoires. Alors, comment se déroulent-ils ces stages de citoyenneté ? Sur la page du ministère de la Justice, on peut lire « Ces stages proposent aux participants des rencontres successives avec différents représentants institutionnels, des élus de la République, des représentants de la préfecture, de la police, de la justice, diverses associations d'aide aux victimes, d'accès aux droits, et ils sont organisés plus précisément autour de 4 objectifs. Quels sont-ils plus précisément ? Eh bien, il s'agit d'abord de clarifier avec ces jeunes les notions et les principes fondamentaux qui sont liés à l'histoire, à l'organisation et au fonctionnement des institutions françaises, de susciter chez eux une réflexion individuelle et des échanges autour de problématiques sur la loi, dans la vie quotidienne, le civisme, l'acceptation des différences et les valeurs communes partagées dans la République française, de travailler aussi sur les idées reçues, à l'origine souvent de phénomènes d'incompréhension, de discrimination, par exemple concernant le statut de la femme, et enfin de favoriser l'émergence d'un engagement citoyen, information civique sur les différentes élections, rôle des institutions, etc. Citons à cet égard Nicolas Salé, professeur en sociologie à l'Université de Montréal, qui a écrit dans un article paru dans la revue de Conversation en 2016, « Loin de se cantonner à la prison, ce modèle s'étend à l'ensemble des pratiques éducatives. Un nombre croissant de mineurs est ainsi suivi à l'extérieur dans le cadre de mesures dites probatoires, assorties d'une menace d'incarcération que les éducateurs peuvent toujours brandir s'ils constatent qu'une obligation n'a pas été remplie ou s'ils estiment que, plus subjectivement, qu'un engagement n'a pas été tenu. »
Finalement, en confrontant ces jeunes à leurs obligations pénales, parfois au risque de fragiliser le lien de confiance qu'ils ont bâti avec eux, eh bien, ils participent alors à leur responsabilisation. Fin de citation. En Bretagne et plus particulièrement en Finistère, les éducateurs, les référents, qu'on appelle les référents citoyenneté et laïcité, les directeurs de PJJ, ont jugé judicieux d'intégrer ces temps de pratique philosophique dans le cadre de ces stages. Enfin, pour terminer sur la présentation, il y a 4 ans, j'ai également été contactée par la directrice de la maison d'arrêt de Brest pour animer des ateliers de philosophie avec des jeunes incarcérés au quartier des mineurs, et ce, pendant les vacances d'été. Donc voilà, je travaille depuis 3 ans avec ces jeunes l'été, en juillet et en août. Uniquement l'été parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ils n'ont droit qu'à 2 heures hors de leur cellule individuelle. Et pendant l'année scolaire, ils ont classe le matin. Voilà. Donc, c'est une sacrée expérience, croyez-moi, dont je suis ressortie assez bousculée et assez transformée. Enfin, un dernier point pour clore cette présentation. Je voudrais dire que cette présentation, elle ne s'adresse pas uniquement, elle ne concerne pas exclusivement les jeunes délinquants. Dans les collèges, dans les lycées, il y a des enseignants, il y a des CPE, des chefs d'établissement qui sollicitent aussi pour animer des ateliers philosophiques avec des groupes dits ultra décrocheurs ou avec des élèves qui ont eu des comportements violents type harcèlement. On verra que la démarche est sensiblement la même. Alors, je dirais aussi que quand j'interviens avec ce type de public, je garde toujours en mémoire que je suis face à des jeunes en polyrupture, rupture sociale, familiale, économique, scolaire et aussi souvent psychologique. Alors, voici ce que Daniel Dérivois, chercheur en sciences de l'éducation, psychothérapeute et auteur de nombreux ouvrages sur la délinquance juvénile, dit à ce sujet. Donc, il dit « Notre histoire collective nous a habitués à diviser et à percevoir le monde en deux, le nord, le sud, l'Occident, l'Orient. Et de ces divisions, héritage de l'ancienne conception grecque du monde civilisé barbare, découlent d'autres découpages des peuples du monde, ceux qui subissent et ceux qui en profitent, ceux qui font la guerre et ceux qui cherchent la paix, les nationaux, les immigrés, etc. Et c'est ces logiques binaires, finalement, qui vont jusqu'à influencer même notre perception des phénomènes sociaux. Et s'agissant des adolescents, il y aurait finalement les victimes d'une part et les coupables de l'autre. Bien évidemment, les choses ne sont pas aussi binaires, mais elles sont bien plus nuancées. Qu'est-ce qu'on entend par délinquance et qu'est-ce qu'un délinquant ? Si on se réfère au dictionnaire, la délinquance, c'est la transgression d'une norme inscrite dans le code pénal. D'une manière plus spécifique, on définit le délinquant comme un individu qui pose un acte qualifié de délictueux par la société ou les institutions qui la représentent, et dans laquelle cet acte il est perpétré et il est reconnu comme ayant posé cet acte par la société. Donc là, vous avez la slide concernant l'étymologie, et c'est intéressant toujours de rentrer par le canal de l'étymologie. On voit que le mot provient du latin delinquentia, qui signifie faute, délit, crime, péché, et qui est apparenté également au verbe delinquere, qui veut dire manquer à son devoir, négliger, pécher, fauter. Du coup, la délinquance, c'est l'ensemble des délits, infractions, crimes commis en un lieu ou durant une période donnée, quand on se place d'un point de vue statistique, social ou pénal. Mais la délinquance juvénile, c'est aussi, ne l'oublions pas, l'ensemble des comportements en infraction avec la loi ou les règlements par des jeunes n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité légale. Elle est à la fois donc un phénomène individuel et un phénomène de groupe. Alors, on voit bien que Born et Globas, qui sont des spécialistes de la question, estiment que cette définition, en fait, elle permet avant tout de mettre en évidence que les infractions, elles sont régies par les lois. En conséquence, la délinquance, elle implique un cadre légal. Et ce cadre légal, il permet en l'occurrence de représenter les normes attendues par la société. Et les deux auteurs insistent également sur l'importance du lien entre la société et l'individu. En d'autres termes, en fait, le lien social. Au fond, la question aujourd'hui, c'est de comprendre en quoi ces ateliers de philosophie peuvent aider à reconstruire ce lien social qui s'est fragmenté et qui, pour certains, a totalement disparu. C'est juste sur la définition de la philosophie que je vous laisse découvrir. On va maintenant revenir sur quelques points essentiels, c'est-à-dire sur les grands fondements de cette pratique, d'abord à travers son histoire, ses valeurs
sa démarche. Donc moi, je sais, peut-être que c'est répétitif, mais je pense que c'est important de le rappeler. Ce sont l'UNESCO et Edwige Chiroter qui ont porté la création de cette chaire en 2016 avec les enfants et les adolescents. C'est la première chaire au monde qui s'intéresse à la philosophie avec les enfants. Elle s'inscrit également dans le large mouvement des nouvelles pratiques philosophiques, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elles ambitionnent de démocratiser la discipline en l'extirpant de ses bunkers épistémologiques et en se débarrassant de son penchant pour un certain élitisme, afin qu'elle se diffuse partout dans les strates de la société, et ce, sans discrimination. Bon, derrière ce mouvement, on le sait aujourd'hui, 80 pays aujourd'hui proposent, dès l'âge de 5 ans, des ateliers de philosophie, et je salue tous les animateurs de ces 80 pays, car il est important et capital de garder ça en mémoire, parce que ça va guider en fait notre geste pédagogique, et ça va aussi nourrir les préparations qu'on va faire de nos séquences. Donc l'esprit qui prévaut dans cette chaire UNESCO, je le rappelle, c'est faire respecter le droit à l'éducabilité pour tous. Vous voyez ici l'angle politique de la pratique, le droit du coup à philosopher pour tous, le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant, et au passage, évidemment, le fait simplement de respecter les préconisations et les instructions officielles du ministère. Et du ministère de l'Éducation nationale et de celui de la Justice. Alors, examinons maintenant, slide suivant, le préambule de cette chaire, comme vous le voyez. Alors, il date de 2016, mais il est toujours d'actualité. Je vous le lis. L'actualité tragique partout dans le monde alerte les autorités publiques sur la nécessité d'éduquer, dès le plus jeune âge, les futurs citoyens et citoyennes aux valeurs humanistes, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la nécessité d'un dialogue apaisé et respectueux entre toutes les cultures et de lutter contre toutes les formes de dogmatisme. On voit bien que cette chaire, elle a pour objectif d'aider au développement de ces pratiques citoyennes par la recherche, par la formation, la diffusion d'outils pédagogiques, partout, dans les écoles, dans la cité, et pour mettre en place finalement un dialogue constructif entre les acteurs et les enfants du monde entier. Rappelons à cet égard ce que dit Michel Tozzi au sujet de cette pratique. Il ne faut jamais perdre de vue que la philosophie, elle est d'abord transgressive du préjugé et de l'opinion. On ne le dira jamais assez. Et la démocratie a tout à gagner, je vous le dis parce qu'en ce moment on est en train de vivre des temps un peu troubles, la démocratie a tout à gagner à faire réfléchir les jeunes le plus tôt possible à l'école, et moi je rajouterais dans la cité, par une éducation à une citoyenneté réflexive dans l'espace public et scolaire qui pourra la préserver des dérives possibles de la démocratie. Parce que finalement, dès qu'il commence à parler, l'enfant est capable de penser et d'organiser un raisonnement. Puis, c'est à l'adolescence qu'il va construire sa pensée propre, sa pensée autonome. Cette pensée, on le sait, elle va progressivement se complexifier en même temps qu'elle va se singulariser. Développer une pensée personnelle, ça va constituer pour ces jeunes vraiment une fenêtre extraordinaire dans la compréhension du monde et un élargissement du champ de leur réflexion. Et c'est là que l'atelier philosophique trouve finalement sa fonction première, extraordinaire dans la compréhension du monde et un élargissement du champ de leur réflexion. Et c'est là que l'atelier philosophique trouve finalement sa fonction première. Slide suivant. Tout comme les prisonniers dans l'allégorie de la caverne, Platon, et derrière lui Socrate, nous explique que s'affranchir de ses croyances, de ses opinions, de ses idées reçues, eh bien, ce n'est pas une disposition naturelle chez nous, les humains. Ça suppose souvent une douloureuse remise en question, car il s'agit de s'arracher à sa zone de contrôle. Lorsque le prisonnier réussit à se libérer et qu'il revient tout content pour avertir ses camarades enchaînés, ils ne sont pas contents du tout. On est d'accord, la pensée critique, elle passe d'abord par l'examen de nos propres présupposés, par les croyances dont on a été forgé et par toutes ces idées reçues et tous ces schémas intuitifs. On peut dire, et c'est ce qui est remarquable, je trouve, dans la visée principale de cette pratique, c'est que la pensée critique, c'est d'abord une pensée contre soi-même. Et à force d'entraînement régulier, assidu, on va voir que cette pratique, elle va s'avérer un formidable moyen pour se défendre contre les énoncés trompeurs et contre les manipulations en tout genre. Alors, quelle est la démarche? Elle s'inscrit dans l'éducation à la citoyenneté, à la paix, à la démocratie. Elle veut transmettre les valeurs de notre République
sans tomber dans une forme de catéchisme républicain. Il s'agit de permettre aux jeunes citoyens, aux futurs citoyens, de s'approprier les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, tout du moins, enfin, celle de notre devise républicaine, par un véritable apprentissage de la pensée critique pour les aider à penser la complexité du monde. Vous voyez qu'à ce titre, l'enjeu, il est pédagogique, mais il est également politique. Donc, je le rappelle, pas de cours de morale ni de leçons de morale, mais bien l'objectif de démocratiser une discipline trop souvent hermétique, réservée à des élites ou à des experts, en offrant à ces jeunes des outils d'autodéfense intellectuelle et également un bagage culturel. Bon, on voit bien ici que l'ambition affichée, c'est que cela devrait concerner autant les élèves qui n'ont pas de problème que ceux qui commettent des actes de délinquance. Voilà. Pour finir, n'oublions pas non plus qu'à l'école, depuis 2015, ça je vous le dis parce que ce n'est pas toujours connu, les axes principaux des programmes d'éducation morale et civique se fondent aussi sur ces visées et sur ces principes qui sont inscrites dans les grandes déclarations des droits de l'homme, dans la Constitution de notre 5e République et dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Bien sûr, ces connaissances, on ne doit jamais les faire acquérir de manière juxtaposée, figée, mais on doit tenter de faire qu'elles s'intègrent dans une culture qui fait sens et qui fait cohérence. Alors maintenant, autre aspect intéressant de cette culture morale et civique, c'est la mise en œuvre de 4 grandes dimensions qui coexistent et qui, moi, je trouve une résonance assez percutante avec ce qu'on peut faire dans les unités éducatives en milieu fermé ou ouvert. Première dimension, la dimension de la sensibilité. Pourquoi ? Bien parce qu'il n'y a pas de conscience morale qui ne s'émeuve, ne s'enthousiasme, ne s'indigne, ne se révolte. Et justement, l'éducation à la sensibilité va justement viser à bien reconnaître, à bien identifier ses sentiments, ses émotions, ceux des autres, de pouvoir les mettre en mots et de pouvoir les discuter, ce qui n'est pas toujours naturel. La deuxième dimension, qui est une dimension dite normative, il va s'agir ici de faire acquérir le sens des règles et de faire comprendre qu'au sein d'une société démocratique, eh bien, les valeurs communes, elles s'incarnent dans les règles communes. La troisième dimension qui me paraît vraiment intéressante, c'est une dimension plus cognitive qu'on appelle le jugement, parce qu'on pense que c'est aussi par la formation au jugement moral que le jeune va comprendre et discuter les choix moraux qu'il rencontre dans sa vie, qu'il va aussi apprendre à appréhender le point de vue de l'autre. Et toutes ces habiletés psychosociales vont aussi favoriser un vrai travail sur le langage. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Enfin, dernière dimension, très importante à mes yeux, c'est celle de l'engagement. Comme l'école doit permettre aux jeunes de devenir plus tard acteurs de leur choix, de participer à la vie sociale de la classe dans un premier temps, de l'école, plus tard de la cité, dont ils sont membres, eh bien, travailler sur cette dimension de l'engagement va développer l'esprit de coopération et de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Donc voilà, une tenue régulière de ces ateliers permet de construire toute une série de compétences, capacité argumentative plus fine, habileté de pensée, habitude démocratique, écoute active, qu'on pourrait synthétiser d'abord par le développement d'un état d'esprit, enfin d'une éducation plutôt à la pensée critique, qui va favoriser l'écoute, très important. L'écoute est une compétence qui est tout le temps en cours d'acquisition. La curiosité, ce fameux thomazein dont parlent nos amis les Grecs, cette faculté d'émerveillement et d'étonnement indispensable à toute démarche scientifique ou philosophique. L'autonomie, je suis capable de me fixer moi-même mes propres lois, mes propres règles de conduite. La lucidité et l'humilité. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Mais également, on va voir qu'on va développer un ensemble de pratiques. S'informer, évaluer l'information, distinguer les faits, les interprétations et confronter surtout et évaluer ces interprétations. Les enjeux sont multiples, car si l'objectif de l'éducation est de rendre des jeunes capables de penser par et pour eux-mêmes, alors il importe qu'ils s'engagent personnellement dans l'acte de penser et qu'ils construisent ensemble, avec le temps et la répétition,
la puissance de produire eux-mêmes leurs propres résultats et leurs propres idées. En effet, lorsqu'on conduit des jeunes à s'engager dans un processus de recherche ou d'investigation philosophique, eh bien, on les invite du même coup à découvrir que les aléas de la vie, les ratés, les échecs, qui sont le lot finalement de tout processus de recherche. En cela, je suis persuadée que la pratique philosophique peut fonctionner comme une praxis capable de modifier puissamment les rapports sociaux et construire ainsi une action communautaire réflexive et qui va servir à la démocratie. Parce que, outre qu'elle invite au questionnement, elle développe aussi le goût du débat. Elle fait confiance en la raison que chacun de nous possède, c'est-à-dire qu'elle reconnaît que chacun de nous peut, grâce au développement de toutes ces facultés-là intellectuelles, prendre du recul avec ses propres opinions. Et dans cet espace, eh bien, le jeune, il est invité à se confronter le plus qu'il peut à l'altérité. Entendre ce que dit l'autre, ne pas rester enfermé ni dans son ressenti, ni dans son propre point de vue. Alors, autre point maintenant qui me semble important de garder à l'esprit, pour être en cohérence avec les principes, les valeurs et la démarche de cette pratique, c'est il s'agit, et ça je le dis à chaque fois, mais désolée si je peux paraître redondante, mais ça me paraît vraiment fondamental, il faut se demander, et il faut aussi demander aux jeunes avec qui on construit un atelier de philosophie, qu'est-ce que c'est qu'une question philosophique? Ça déjà, on touche l'essence, l'ADN même de ce que c'est que l'investigation ou que la méthode socratique. Parce que toutes les questions ne sont pas philosophiques. Et pour que nos ateliers ne se réduisent pas à des ateliers du bonheur, il faut vraiment qu'on se pose nous-mêmes, animateurs, cette question. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va expliquer aux élèves, aux enfants, aux jeunes, qu'une question philosophique, eh bien, d'abord, elle concerne tous les humains. Elle les a toujours concernés, elle les concernera encore dans des centaines d'années. Et c'est une question qui se pose à tout le monde, hein, parce qu'on est tous un jour ou l'autre concernés par elle. Elle peut se poser à nouveau et indéfiniment, car finalement, peut-être qu'elle n'a pas de solution unique et définitive. Il y a donc un renouvellement toujours possible des réponses. C'est une question qui est importante, parfois urgente, parce qu'elle nous concerne, tout simplement. Elle procède par remise en question de ce qui est communément admis, banal, commun. Elle a inévitablement aussi des conséquences sur la vie de tous les jours. Elle réclame un engagement personnel, un effort, une implication pour argumenter. Et puis, enfin, elle vise à comprendre le sens de l'existence et la valeur de ce qui fait de nous des humains. Je vous propose une petite pause si vous avez des questions. Donc, je me présente, je suis Hugues depuis la Bretagne. Vous allez sans doute l'aborder, oui, un voisin du Finistère. Vous allez sans doute l'aborder peut-être après, mais je la pose la question maintenant sans attendre forcément votre réponse immédiate, mais pour qu'elle puisse être un peu en fil rouge. Je souscris à ce que vous présentez, qui est très clairement exposé, mais j'ai l'impression qu'on a eu un glissement avec cette question du doute, ou le fait que quand on commence à aborder, j'essaie de formuler explicitement, quand on commence à aborder la remise en cause et le questionnement par le doute, on bascule rapidement dans la question des négations, de la fake news, etc., quand on parle avec les jeunes, et de la mise en doute de tout. Et là, j'avoue que je suis un peu désarmé, moi. Vous travaillez avec des jeunes délinquants? Non, d'accord. je l'ai eu fait. J'ai travaillé sur des MJC à une époque, D'accord. avec des jeunes pré-délinquants ou délinquants, et en collaboration avec la PJJ, mais maintenant je suis en lycée pro. D'accord. Ouais. Alors en fait, j'y viens. Le deuxième axe de l'intervention va porter là-dessus. Bien évidemment, on va rentrer dans le vif. Là, ce que je vous ai présenté, c'est un petit peu la démarche de la pratique philosophique que nous, même si on intervient avec des jeunes délinquants qui effectivement sont pétris de préjugés et alimentés par les fake news, etc., on va en parler, on doit quand même garder à l'esprit que la démarche que nous, on doit initier, elle est vraiment fondée sur le questionnement et sur le doute. Par exemple, l'argument qui voudrait, mais on en reparlera tout à l'heure si vous voulez, qui voudrait dire ah ben ça c'est prouvé scientifiquement. Moi je suis assez comment dirais-je, assez sceptique, parce que finalement, est-ce que finalement la science ne s'est pas trompée au cours de l'histoire? Donc toujours remettre en question ce qui peut apparaître comme ça, comme un espèce d'argument d'autorité.
Mais bon, j'espère que la suite de l'exposé va répondre à vos attentes, chers camarades. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je continue? Il y a juste plusieurs personnes qui voudraient revoir la slide précédente. Ouais, vas-y. Ah, je vais la mettre. Si tu peux remettre la slide précédente. Et il y a Nadia qui veut prendre la parole. Allez-y, Nadia. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend bien. Oui, bonjour. Je voulais savoir si, ou peut-être vous allez l'aborder après dans le point pratique, est-ce que quand vous mettez en place des ateliers avec ce type de public, ils sont réfractaires a priori ou pas du tout? Ah bah, voilà. D'accord. Et je comptais en parler à la fin, mais je vous réponds tout de suite. Bien évidemment, la première fois qu'ils débarquent, soit à la prison, enfin, soit quand je suis à la prison, soit en unité éducative en milieu ouvert, hein, dans l'UMO, ils arrivent, ils ont la casquette, ils sont comme ça, ils ne sont pas contents. Et puis, au bout de 10 minutes, 15 minutes, ça se détend et ils comprennent en fait qu'ils ne sont pas là dans une activité scolaire, qu'ils ne sont pas là non plus dans une activité où ils vont être jugés, mais qu'ils sont là dans une activité qui va leur permettre justement de s'exprimer de façon libre, bien entendu, tant qu'ils ne contreviennent pas par des propos qui relèvent de la loi. Mais c'est vrai que, mais ça, même en classe, hein, dès le collège, quand j'arrive, les enfants, enfin les élèves ne sont pas tous absolument impatients. C'est après avoir fait pris le temps de présenter la pratique, de leur montrer à quel point finalement philosopher, c'est s'émanciper, c'est devenir libre, qu'ils commencent à pointer un petit peu de la curiosité. Et puis, bon, bah, pour ceux qui reviennent ensuite, parce que pour ce qui est des stages de citoyenneté, non, pour ce qui est des… alors, à Brest, c'est particulier parce que c'est tous les mois et c'est dans le cadre de mesures de réparation, dans le cadre de stages de citoyenneté, mais également à la demande des éducateurs spécialisés. Là, moi, je revois souvent les mêmes quand ils sont pris en charge longuement et ils apprécient parce qu'ils ne sont pas obligés, mais ils viennent quand même. Donc, oui, effectivement, au départ, ce n'est pas… d'abord, ils ignorent de quoi il s'agit. La plupart n'ont pas fait encore de philosophie. Donc, voilà, pour répondre à votre question. Merci. Mais ça, il faut le savoir, il faut s'y préparer et c'est pour ça que la séance inaugurale est une séance importante où il va falloir justement leur montrer l'intérêt et les capter, les captiver quelque part. Je continue? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez utiliser la petite main hein, si jamais vous voulez. Ah, donc il y avait Anne. Alors, je vois. Anne-Sophie Caillet, allez-y Anne-Sophie. Hein. Oui, merci. Après, sinon, ça peut attendre la fin. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ce que vous faites, que je trouve vraiment très important, là, ces espaces de pensée dans des endroits qui sont parfois difficiles d'accès en plus. Donc, y mettre un pied, je sais que c'est compliqué en plus. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge sur justement ces espaces qu'on vous ouvre, mais qui s'inscrivent quand même dans des dynamiques de réparation et d'accès à une conscience morale. Donc, moi, ce qui me questionne, c'est en quoi, dans ce cadre-là, est-ce que vous ne croyez pas que la pratique philosophique, elle peut être instrumentalisée d'une certaine manière pour arriver à certaines fins et comment on prend en considération, du coup, tout le contexte social dans lequel s'inscrivent aussi ces interventions, parce que défendre liberté, égalité, fraternité, parfois pour des jeunes qui ont grandi dans des situations d'injustice très fortes, qui ont parfois aussi subi des choses compliquées. Comment on s'inscrit voilà, dans cette démarche voilà. Je vais y venir d'ailleurs parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment dans le cadre du plan de lutte antiterroriste que j'ai l'autorisation d'intervenir. Mais c'est quand même, il faut dire, je vais en parler, un projet qui est porté par des équipes qui sont depuis 10, 15, 20 ans pour certains plus, même aux côtés de ces jeunes délinquants. Et bien évidemment, mes ateliers philosophiques ne portent pas uniquement sur les thématiques qui seraient en lien direct avec le plat. Bien évidemment, je peux aborder le thème de l'amour, je peux aborder le thème du beau, de l'art, parce que j'ai expliqué aux équipes, en tout cas, j'ai expliqué
que, quel que soit finalement le thème philosophique qu'on va aborder, on va travailler les mêmes compétences et les mêmes habiletés et les mêmes habitudes démocratiques. Donc, ils en sont convaincus et donc, mais c'est vrai que ça peut faire peur, mais finalement, on y arrive. On y arrive. Alors, je ne sais pas si la suite va vous éclairer davantage. Si vous voulez, je continue. Merci. Je vous en prie. Donc, deuxième axe sur l'univers très particulier de cette jeunesse délinquante, ainsi qu'un point aussi sur les structures qui la prennent en charge. Alors, pour les éducateurs spécialisés de la PJJ, l'idée de base, c'est de trouver des moyens éducatifs pour aider ces jeunes à sortir de la délinquance, à sortir de l'isolement, à sortir de la drogue, des trafics, mais aussi de les accompagner sur le chemin de la réinsertion et de leur émancipation. Mais alors, comment combattre la violence ? Alors avant, je voudrais faire un petit mot sur les services de la protection judiciaire de la jeunesse et sur les UMO, leur mission, avec quelques éléments d'histoire qui me semblent, à mon avis, importants. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, au cœur de cet univers si singulier qu'est la justice des mineurs, que certains jugèrent qu'il était peut-être temps de liquider l'héritage des bagnes d'enfants dans la gestion de ces jeunes délinquants. Lors de sa création, au sein du ministère de la Justice en septembre 1945, l'éducation surveillée, qui est devenue en 1990 la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, l'éducation surveillée était conçue comme le miroir judiciaire de l'éducation nationale. Cette éducation surveillée, puisque c'était son nom, elle était censée prolonger à destination des délinquants la mission de l'institution scolaire qui était de socialiser l'individu citoyen. Cette proximité revendiquée avec l'éducation nationale, c'était aussi une manière pour ce jeune organisme de marquer ses distances avec l'administration pénitentiaire qui, par l'intermédiaire de ces colonies correctionnelles, rebaptisées bagnes d'enfants dès le début du XXe siècle, était avant 1945 l'un des principaux acteurs du traitement de la jeunesse dite déviante, je mets des guillemets. Comme le montrent certaines archives de l'INA, l'éducation surveillée se donnait pour objectif général de rééduquer les enfants égarés. Je cite. En 1978, avec l'accord de leur direction, les éducateurs spécialisés des PJJ finirent par obtenir de quitter enfin l'enceinte des prisons. Une circulaire de la direction de l'éducation surveillée publiée en 1980 le rappelle en ces termes. C'est à l'administration pénitentiaire que revient la responsabilité de répondre à ces demandes répressives. La confusion des registres éducatifs et répressifs n'apporte aucune solution satisfaisante. Elle rend aléatoire l'éducation et elle multiplie l'atteinte aux libertés. Fin de citation. Alors, l'incarcération des mineurs ne disparaîtra pas, bien évidemment, mais elle sera reléguée hors du champ légitime de l'action éducative qui se recentrera autour d'une référence dominante au milieu ouvert qu'on appellera les fameuses qui s'appelle les fameuses UMO. Alors, c'est quoi aujourd'hui l'esprit qui domine dans ces unités judiciaires? Eh bien, on l'a compris. Il fallait mettre une distance entre l'administration pénitentiaire et les acteurs de terrain que sont les éducateurs spécialisés. Plus tard, ce mouvement s'est un peu traduit par une critique plus fine de l'enfermement, voire pour les plus radicaux d'une critique de toute forme de discipline. Replongeons-nous un peu dans le contexte des mouvements de mai-juin 68 pour mieux comprendre. À l'époque, il s'agissait de repenser un nouveau modèle d'éducation sous contrainte. À cet égard, il y a une citation de Daniel Derivois qui est assez éclairante et je vous la lis. Rarement une envie, la délinquance juvénile est souvent une survie ou plutôt une stratégie. Certes inadaptée socialement, mais souvent nécessaire à l'adolescent pour restructurer son mode interne en l'articulant au monde externe. À nous de tenter de comprendre ces actes délinquants comme l'expression d'une souffrance plurielle, d'être à l'écoute de la trajectoire spatiale, temporelle, familiale, mais aussi interculturelle de ces délinquants, afin de pouvoir percevoir ces passages délinquants comme des signaux de détresse et comme un besoin d'écoute transversale, de reconnaissance et de détaillage. Fin de citation. Alors, Derivois, par ses travaux, a largement influencé la mentalité du monde judiciaire de l'enfance. Et dès lors, on peut dire que les jeunes délinquants seront considérés plutôt comme les victimes d'un ordre social inégalitaire dont les conséquences
se sont reportés majoritairement sur les conditions d'existence des familles de classe populaire. Le discours, alors, va devenir, si responsabilité il doit y avoir, celle-ci doit être collective avant d'être individuelle. Donc, la société doit d'abord se donner les moyens d'éduquer les jeunes avant de les punir. Et donc, dans ce nouveau paradigme de pensée, on est d'accord pour dire que la pratique philosophique ne pouvait que se frayer une place légitime. D'ailleurs, les statistiques démontrent que les rares PJJ sur le territoire national qui incluent des temps d'activité et des temps d'ateliers de philosophie constatent une amélioration des comportements, des interactions entre les jeunes délinquants, entre eux, et donc finalement une diminution assez sensible de toutes les formes de violence. Ils constatent également des résultats assez prometteurs sur leur réinsertion et une consolidation positive de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais alors, pourquoi ces jeunes, à un moment donné, basculent-ils dans la délinquance? Bien, on le sait, l'adolescence est une période de quête identitaire, mais aussi une période d'autonomisation qui constitue en cela une période de fragilité et de risque. Tous ces bouleversements conduisent parfois l'adolescent à vivre des événements déstabilisants, à réaménager sa relation à l'autre et au monde, et en premier lieu sa relation aux parents, aux adultes en général. Parallèlement, la diffusion et la banalisation de la violence, mais aussi d'un certain discours radical véhiculé sur Internet, mais aussi relayé par des personnes physiques, touche très facilement ces jeunes et vient se confondre avec leurs besoins d'idéal, leurs besoins d'appartenance à un groupe, parfois aussi à un mouvement de réparation ou d'héroïsme combattant l'injustice. Alors, comment dans cette vision dogmatique peut-on réintroduire du doute et donc de la pensée? Et comment peut-on accompagner les étapes du renoncement? Comment accompagner ces jeunes quand ils ont déjà plongé dans la violence? Prenons l'exemple, par exemple, de la religion. Eh bien, la religion, ça peut constituer un objet de pensée et un sujet d'échange dans lesquels on va voir que l'approche dogmatique va pouvoir se fissurer. Je vais vous montrer ici quelques idées de support qui pourraient être projetées lors d'ateliers philosophiques pour déclencher un débat sur un thème aussi sensible que la religion. Voilà, je vous ai mis trois documents iconographiques qui pourraient être intéressants pour déclencher un débat. Mais d'autres problématiques telles que le racisme, le sexisme, l'homophobie, la discrimination envers les personnes porteuses de handicap, pour ne citer qu'elles, l'antisémitisme, etc., peuvent aussi être questionnées au travers de débats lancés à partir de supports inducteurs qu'on choisira avec soin pour leur densité anthropologique et surtout pour la tempérance de leur message. Des questionnements vont alors jaillir et venir autoriser la conflictualisation de la pensée. Le fonctionnement psychique va s'assouplir et il va permettre la possibilité d'une adhésion à d'autres processus ou modèles identificatoires. De nombreuses actions de prévention déjà menées dans le monde et en France s'appuient sur la démonstration que le philosopher facilite le processus de pensée qui permet qu'à un moment donné, on peut changer d'avis et d'opinion sur ce qu'on croyait dur comme fer. L'investissement progressif et positif de la relation éducative et psychologique, elle va progressivement devenir possible. Il sera alors beaucoup plus facile d'aider le jeune à comprendre ce qui, dans son parcours de vie, a provoqué des blessures, des traumas, des frustrations qui ont débouché sur des comportements délinquants. Et cette compréhension pourra éclairer, nous l'espérons, sa quête de sens. Mieux outillé intellectuellement, le jeune pourra s'émanciper plus facilement et de façon plus conscientisée et se construire en tant que futur adulte socialisé et inséré. Alors, comment? Soit par la rescolarisation, certains vont reprendre leurs études, soit par le développement personnel, par la découverte toute simple du plaisir à vivre de façon pacifiée avec autrui et surtout avec soi-même. Et en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on se réjouisse du fait que la philosophie entre dans les prisons avec les délinquants mineurs, mais ne soyons pas candides, si elle y est autorisée officiellement, c'est dans un cadre précis, c'est celui du PLAT. Slide suivant. Donc, le plan de lutte antiterroriste. L'esprit de ce PLAT se déploie en ces termes, je cite le texte officiel. On nous dit qu'il est primordial de promouvoir des actions d'éducation aux principes de la République et à la citoyenneté, mais aussi d'aiguiser l'esprit critique des adolescents et de les sensibiliser aux dangers véhiculés par les outils numériques. Pour les acteurs du monde judiciaire,
Ceci est d'autant plus important lorsque les jeunes sont repérés comme réceptifs au discours extrême, qui sont dans des manifestations apologistes d'actes de terrorisme ou qui sont déjà inscrits dans de la violence organisée. Ainsi, lorsque nous avons de manière concertée rédigé avec tous les acteurs de DPJJ ce projet, afin d'obtenir bien sûr les autorisations d'intervention et les financements, il était clair que ces ateliers devraient s'inscrire dans cet esprit de lutte contre la radicalisation et que les outils réflexifs qu'on leur donnerait devraient leur permettre de s'insérer de façon sereine dans la société. Je voudrais remercier au passage, je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui, Sylvaine Mouton-Hamon, qui est référente laïcité citoyenneté en Finistère, Sophie Groult-Beaufort, qui est directrice de la PJJ en Finistère à Brest, ainsi que l'ensemble des éducateurs finistériens qui portent ce projet, grâce à qui finalement on peut vivre tous ensemble cette expérience humaine. Cette expérience humaine, ça me fait d'ailleurs penser à ce que disait déjà Montaigne au XVIe siècle à propos des jeunes gens. Slide suivant. Donc il y a presque plus de 400 ans, il disait « Toutefois, mon opinion est qu'il faut toujours, les jeunes, les acheminer aux choses les meilleures et les plus profitables et qu'on doit peu s'attacher à ces prévisions et pronostics superficiels que nous faisons d'après leur façon de se comporter dans l'enfance. » Voilà, quelque part finalement, ne pas les enfermer dans des délits qu'ils auraient commis à l'enfance et leur donner la chance finalement de sortir de ce carcan. Chaque année, je remets un compte-rendu détaillé aux équipes de toutes ces séances que nous avons conduites ensemble. Et chaque année, ils se mobilisent pour pouvoir renouveler le projet qui, pour le moment, est renouvelé, ce qui me conforte vraiment dans l'idée que le bon vieux Montaigne, il avait déjà tout compris il y a 400 ans. Parce que finalement, à mon sens, ce qui est très intéressant dans cette expérience bretonne, c'est que ces ateliers sont inscrits dans un temps long. Ce n'est pas une séquence de 12 séances et puis au revoir madame, il n'y a rien à voir circuler. Là, on est là vraiment dans un travail de long terme, ce qui vraiment permet d'explorer, d'étudier, d'observer les apports de cette pratique sur ces jeunes. L'instauration de cette relation éducative solide, elle va ainsi permettre l'amorce d'une réflexion qui s'inscrira dans la durée nécessaire parce qu'on le sait, l'évolution psychique d'un adolescent, elle demande du temps. Qu'il s'agisse d'installer la relation, d'engager le travail, de déjouer le processus de repli, les processus d'endoctrinement, le travail avec ces jeunes nécessite vraiment un investissement et des délais de suivi importants. Je pense d'ailleurs que c'est vrai pour n'importe quel autre type de public d'ailleurs. Alors, les compétences travaillées, quelles sont-elles? Donc moi d'abord, avant d'entrer la première rencontre, je les invite toujours au préalable à se poser certaines questions. C'est quoi philosopher pour vous? À quoi ça sert? Alors, évidemment, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Certains ont de vagues idées. Quelles sont mes opinions? D'où viennent-elles? C'est quoi une opinion? Puis-je remettre en question mes opinions? Est-ce que douter, c'est normal? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est souhaitable? Et si oui, pourquoi? Est-ce que je suis en mesure de formuler les questions de mes réponses? Comment est-ce que je peux faire pour dégager les présupposés de mes opinions? Et c'est quoi un présupposé? On va travailler là-dessus. Bien sûr, j'ai un tableau, même si ce n'est pas une activité scolaire ou magistrale. Le tableau sert de support pour noter. Ça sert à quoi de conceptualiser? À quoi ça sert de tenter de répondre à un problème philosophique? Bref, on va finalement leur donner le goût pour aller chercher à débusquer les contradictions dans leur propre discours, à opérer des distinctions conceptuelles, à construire une argumentation rigoureuse, à organiser de manière cohérente les apports de chacun pour ensuite les unifier dans une mise en commun collective. Alors, je ne résiste pas à la tentation de vous lire les préconisations que faisait Edgar Morin en 2005 sur ce sujet, dans son livre « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Tu peux mettre la slide, s'il te plaît, Nicolas. Il a dit, ce cher Edgar Morin, « Il faut développer les moyens qui visent à renforcer l'humain afin qu'il possède une bonne connaissance de l'environnement dans lequel il vit, donc de la culture qu'il imprègne. Les discussions philosophiques avec des adolescents hébétés ou empêchés de penser constituent un moyen de penser la complexité qui est le défi à affronter. » Fin de citation. Et quel défi, en effet? Pour y faire face, il est heureux que l'institution de la justice sollicite aujourd'hui de plus en plus des praticiens philosophes pour les aider à accompagner au mieux ces jeunes hébétés. Quand je discute avec des éducateurs, ils me disent tous la difficulté de leur métier. Ils m'expliquent comment la plupart du temps, ils vont chercher au commissariat ou à la gendarmerie ces jeunes
qui ont des discours parfois effarants, des discours largement pétris de théories les plus folles, des préjugés tenaces qui brouillent toute raison dans leur esprit. Ils sont pour certains totalement enfermés dans des schémas de pensée qui les dépassent le plus souvent, mais qui sont bien ancrés. Et finalement, moi, j'ai l'impression qu'ils subissent aussi le poids de leur communauté, celui du quartier, celui de la cité. J'ai envie de dire celui du ghetto dans lequel ils sont nés et duquel, finalement, ils n'ont que très peu de chances de pouvoir s'évader un jour. Et peut-être aussi, dirons-nous, du ghetto dans lequel la société les a foutus. C'est alors, c'est vrai, la valse des fake news, le règne des opinions et des croyances d'un autre âge. J'en entends des vertes et des pas mûres, je dois vous le dire. Mais enfin, pour les équipes de la PJJ, ces ateliers de philosophie, ils leur permettent de prendre conscience de leur schéma intuitif de pensée en les aidant à les déconstruire pour penser par eux-mêmes. Je dois dire aussi, avant d'accepter de travailler avec ces mineurs, que j'ai eu la chance de pouvoir longuement échanger avec une amie et consoeur sur l'Île-de-France. Il s'agit de Justine Boucher, qui est éducatrice spécialisée au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine et qui m'a énormément conseillée et aidée, et je tiens ici à la remercier. Bref, petite parenthèse qu'on ferme à cause des courants d'air. Examinons maintenant de plus près, pour les clarifier, quelques notions incontournables quand on intervient auprès de ce type de public. Alors, on entend dire que la plupart de ces mineurs sont manipulés. En philosophie, vous le savez, il est primordial de toujours clarifier au préalable le sens des mots qu'on emploie pour éviter tout quiproquo qui sont source de conflits. Arrêtons-nous sur l'étymologie du mot manipulation. On voit que le mot vient du latin manipulus, qui signifie poignet, et de manus, qui veut dire main. La manipulation, donc au sens abstrait, désigne donc l'emprise exercée par une personne sur une ou plusieurs autres, dans le but de contrôler leurs actions, leurs sentiments. Mais attention, il faut savoir que cette notion de manipulation, elle pose quand même un problème philosophique particulier, car d'un côté, elle implique une relation de maîtrise, donc voire d'instrumentalisation. Manipuler un objet, c'est le traiter comme une chose, c'est lui faire subir des traitements qui ne visent qu'à le rendre plus utile, plus disponible. Mais d'un autre côté, la manipulation, elle exclut la violence et la contrainte. Sinon, justement, elle manque son but, qui est précisément de rester masqué et invisible. On le voit, il y a donc dans la manipulation une contradiction intrinsèque, car elle vise à soumettre autrui à une volonté qui lui est étrangère, tout en lui faisant croire que c'est la sienne et qu'il est parfaitement libre. Et les adolescents, en raison de leur immaturité et de leur malléabilité psychique, sont des proies facilement endoctrinables. Examinons à présent une autre notion fréquemment employée quand on parle de jeunesse délinquante, c'est le mot radicalisation. On voit que ce mot est issu du latin radicalis, qui signifie qui se rattache à la racine. Il est lui-même dérivé du mot radix, qui veut dire racine. Il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit de rendre plus radical, plus dur, plus sévère, plus intransigeant, plus extrême un comportement ou un mouvement, et de donner finalement un caractère radical à quelque chose. Voilà en tout cas la définition qu'en donne le Centre d'action et de prévention contre la radicalisation des individus, le fameux CAPRI. Ils nous disent « La radicalisation est le fait de soutenir ou d'envisager des actions violentes en soutien à une idéologie, qu'elle soit religieuse, politique ou séparatiste. » On voit bien que cette thématique de la radicalisation, comme celle d'ailleurs des préjugés raciaux, homophobes, sexistes, nous amène souvent à la notion de tolérance et tout naturellement également à celle de laïcité. Alors, c'est quoi la laïcité? Un petit mot quand même sur cette notion, puisqu'on voit qu'elle est largement liée et connectée à celle de la radicalisation, à travers son étymologie, encore une fois. On voit que le mot provient du grec laikos, qui veut dire le peuple. Sous la Troisième République, la laïcité est devenue une conception de l'organisation de la société qui visait la neutralité réciproque des pouvoirs spirituels et religieux par rapport aux pouvoirs publics, politiques, civils, administratifs, et tout cela principalement pour lutter contre la forte influence de l'Église. Mais la laïcité, c'est aussi une éthique. C'est une éthique qui se fonde sur la liberté de conscience, qui vise l'épanouissement de l'homme en tant qu'individu et de citoyen. Concrètement, la laïcité, elle est fondée sur le principe de séparation juridique des églises et de l'État, loi de 1905, en France en tout cas, et en particulier en matière d'enseignement. On l'a dit tout à l'heure, à travers la pratique du philosophé, les questions sur la religion
peuvent constituer un objet de pensée et un sujet d'échange dans lesquels l'approche dogmatique va pouvoir se fragmenter. On l'a vu notamment après l'odieux assassinat de Samuel Paty. On a vu comment cette notion de laïcité a été largement au cœur des débats télévisuels ou même au cœur des débats dans le microcosme éducatif. Cependant, avouons-le, cette notion reste encore très peu claire et très peu explicite pour la plupart des jeunes. En fait, pour eux, la plupart du temps, c'est un concept abstrait. Pourtant, si elle est abordée sous le prisme philosophique, par le débat à visée philosophique, eh bien, croyez-moi, les jeunes en comprennent mieux le sens. Ils perçoivent mieux comment cette laïcité, elle s'incarne non seulement dans les lois de la République, mais aussi dans la société et dans la vie de tous les jours. Et à cet égard, j'aime bien la définition qu'en donne Sylvain Connac. Il nous dit que la laïcité n'est pas une valeur, c'est un principe. C'est un principe qui permet de susciter et de défendre des valeurs. Vous voyez la différence? En France, les valeurs de la République sont triples. On l'a vu, liberté, égalité, fraternité. Alors que les deux premières paraissent antagonistes, la troisième est ce qui crée de la cohérence. Pour le dire autrement, sans fraternité, pas de liberté et pas d'égalité conjointe. Le but, c'est de faire tenir debout notre devise républicaine. Voilà ce que nous dit Sylvain Connac. Or, pour autoriser la fraternité à naître entre des personnes différentes, il faut un levier, c'est celui que permet la laïcité. On reconnaît ici l'héritage de Rousseau. Alors, un autre philosophe, Henri Péniard-Ruiz, a aussi tenté d'expliquer cette notion. Il nous dit, Péniard-Ruiz, que la réponse laïque est limpide et elle passe par un triptyque, liberté, égalité, universalité. Liberté de conscience, de croire ou pas en Dieu, tout en supportant que la conviction spirituelle d'autrui soit différente de la sienne. C'est aussi l'égalité des droits et c'est enfin l'intérêt général. La République, poursuit Péniard-Ruiz, doit veiller à faire des services publics accessibles à tout le monde. Elle est là pour unir les êtres humains par une référence commune à l'intérêt général qui est source de fraternité. Fin de citation. Vous voyez bien que par la pratique du débat philosophique et par les questionnements, on va pouvoir faire naître et autoriser des échanges contradictoires dans le groupe en espérant finalement que les jeunes puissent se détacher de leur schéma identificatoire par cette éducation philosophique qui doit commencer, si possible, le plus tôt possible. En tout cas, c'est un des moyens à mettre en place si on veut que les mots remplacent les coups de poing dans les cours de récré et dans les cours d'immeuble, et si on veut voir aussi diminuer la violence au sein de la société. Mais je dois dire qu'à bien y réfléchir, la violence, soyons honnêtes, elle n'existe pas que d'un seul côté. Parce que finalement, elle s'invite aussi quand l'individu n'a pas les outils pour comprendre ce qui lui arrive dans sa vie. Et Péniard-Ruiz encore l'explique très bien quand il nous dit « C'est une vraie violence que d'être privé d'un concept pour exprimer sa pensée. Au bout du chemin, c'est la pensée elle-même qui rétrécit. Lorsque les mots pour le dire manquent, eh ben, on ne dit pas, ou alors on dit autre chose que ce qu'on voulait dire. » Fin de citation. Et c'est ce déficit de pensée, doublé d'un appauvrissement ou carrément d'une lacune de bagage lexical, qui va créer de la confusion et qui va déboucher sur de la violence. Nous avons, en tant qu'éducateurs, un devoir, je pense, c'est celui d'offrir à ces jeunes les outils réflexifs et culturels pour comprendre et pour décrire dans une langue nuancée, précise et libre le monde dans lequel on vit, et afin qu'ils puissent éventuellement le changer s'il ne leur convient pas. Alors, outre le développement de compétences langagières qui vont se consolider au fur et à mesure des ateliers, on peut aussi apporter des références, je pense, à des auteurs, à des courants de pensée. On peut également leur faire découvrir des extraits de grands textes classiques en leur lisant des petits bouts, en expliquant bien sûr le vocabulaire un peu difficile, pour leur donner à voir que sur cette question, par exemple, eh bien, d'autres avant eux ont pensé ça, qu'il existe finalement une très grande pluralité de points de vue et qu'on peut en discuter en respectant les règles du débat démocratique. Pour revenir au déficit lexical, je reprends aussi les paroles très sages de Wittgenstein. Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde. Alors, dans cette désespérance socio-économique qu'ils traversent, dans laquelle ils sont englués, dans cette détresse psychologique, certains sont en hospitalisation de jour, suivis par des psys, et dans ce quasi-désert linguistique, eh bien, l'apparition de la violence et de toutes ces dérives, elle trouve là un terreau idéal pour prospérer,
jusqu'à en devenir extrêmement palpables. Ces gènes deviennent des proies faciles pour toutes les formes de manipulation mentale et pour toutes les formes d'endoctrinement. On va retrouver ces dérives à l'œuvre, par exemple, dans ce qu'on appelle la doxologie, ou le règne de l'opinion, la sophistique. On va trouver, par exemple, des prêcheurs qui par l'art oratoire, l'art de vaincre par la parole, vont les endoctriner. Et enfin, par la démagogie, qui essaye de rallier son opinion aux plus nombreux. Et c'est par le développement de la pensée critique qu'on va aller vers l'émancipation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par émancipation? Parce que c'est vrai que j'utilise très souvent ce mot. Il est au cœur de l'éducation populaire. Encore une fois, jetons un œil à son canal étymologique. Il vient du latin émancipare, qui signifiait à la base affranchir un esclave du droit de vente. Puis, c'est devenu plus tard ça a signifié plus tard un acte juridique, celui qui soustrait de manière anticipée un jeune mineur à la puissance ou à la tutelle parentale afin de le rendre apte à exercer tous les actes de la vie civile de manière émancipée et libre. Plus tard, on a parlé par extension du langage qu'il s'agissait de se libérer, de s'affranchir d'une domination, d'une contrainte morale ou intellectuelle, ou même d'un préjugé. On a également parlé de l'émancipation de la femme. Bref, l'émancipation, c'est un des éléments moteurs de la transformation de la société, parce que c'est par l'émancipation qu'on se libère de tout ce qu'on nous a versé dans la tête, et c'est ça qui nous permet finalement de devenir indépendants et autonomes. Maintenant qu'on a clarifié toutes ces notions essentielles, abordons la question des préjugés, parce que vraiment, la philosophie est là pour débusquer avant tout nos préjugés. Pourquoi existent-ils? Comment les combattre? On le sait, les préjugés sont des jugements positifs ou négatifs qu'on formule par anticipation, sans connaissance ou sans expérience préalable. Ils sont formulés à propos d'un objet, d'une personne, d'un groupe social. Et ils ont évidemment des fonctions sociales qui ont été largement rappelées par les travaux de la psychologie sociale. Ils permettent d'apporter de la cohésion dans une communauté donnée. Ils vont venir renforcer les identités de groupe. Ils vont faciliter l'adhésion à un imaginaire collectif, d'autant plus efficace qu'il sera simplifié, comme on peut le voir sur cette affiche, par exemple, où l'on voit comment le processus est mis en œuvre dans l'inconscient collectif. Ce sont donc des marqueurs de l'ignorance, et c'est très embêtant parce qu'ils constituent un obstacle majeur à la pensée, et au-delà, ils participent des rapports sociaux fondamentaux que la science, comme la philosophie, se doivent de démasquer par le travail de la pensée critique, justement. Et c'est justement ce que fait la philosophie. Elle nous invite à douter, à ne pas croire sans vérifier, sans confronter, sans analyser. À cet égard, il s'agit quelque part d'une discipline qui s'inscrit dans une démarche scientifique. On sort du monde de l'ignorance pour aller vers le monde des idées, comme disait Platon. D'où est-ce que je sais ce que je sais? Cette nécessaire rupture avec la pensée commune, admise, et ses préjugés, eh bien, on voit qu'elle s'inscrit au cœur de toute démarche philosophique, comme l'ont souligné Bachelard, Bourdieu, qui revient à la mode ces dernières semaines, mais aussi Paulo Freire, dans les travaux, ont inspiré l'éducation populaire. Selon eux, le dévoilement de ces mécanismes cachés, subtils, qui circulent à travers les préjugés, est également indispensable pour mener une réflexion rigoureuse et précise. Et pour cela, eh bien, nous travaillerons 4 grandes habiletés intellectuelles qui sont le socle, mais vous devez le savoir maintenant, de cette pratique, avec d'abord la problématisation. On va passer assez rapidement. Donc, vous avez quelques exemples de problématisation. Exemple, on va essayer de remettre en question ses opinions. On me dit qu'il ne faut jamais mentir. OK, mais est-ce que c'est vrai? Ou alors, on va essayer de penser ses certitudes en termes d'hypothèses, ce qui va être assumé par la discussion contradictoire. On va interroger aussi les présupposés d'une thèse. Si j'affirme que les fantômes sont méchants, eh ben, quelque part, je présuppose qu'ils existent. On va montrer également comment on peut dégager une problématique. L'amour, est-ce que ça dure toujours, etc., etc. On voit que les participants
vont ici apprendre finalement à partir d'une idée, d'une citation, d'une image ou d'un texte, à extraire ce qui soulève un questionnement, ce qui pose problème. On a également la conceptualisation. Alors, dans cette démarche conceptualisante, il s'agit de discuter une notion, une question, formulée d'une manière purement verbale, donc finalement assez abstraite. Du coup, les participants, ils vont échanger des arguments, des opinions qu'ils justifient, mais qui émanent d'eux. Ça, c'est important. On voit que la discussion ici, elle va s'organiser à partir d'un modèle purement verbal, d'une discussion entre des personnes qui se répondent, qui se critiquent, qui s'approuvent, qui échangent leur point de vue, mais toujours dans une logique de moi avec autrui, comme l'explique très bien d'ailleurs Michel Tozzi. On a également l'argumentation, troisième habileté de pensée, l'argumentation qui est importante. Hein. On va leur apprendre à justifier rationnellement leur affirmation, à faire des objections, à répondre en illustrant d'exemples, de contre-exemples, d'arguments, de contre-arguments. Et enfin, la dernière habileté qui a été développée par François Galichet, c'est l'approche interprétative. Alors, pour François Galichet, il y a un objet dans cette approche, une œuvre d'art, une image, un document, autour et à partir duquel on va proposer des interprétations plus ou moins divergentes. Ici, la relation, elle n'est plus duelle, mais triangulaire. Il y a moi, il y a l'autre et l'objet que nous regardons ensemble, que nous observons pour justifier nos interprétations. Ici, la démarche, elle va acquérir un caractère expérimental plus percutant, je trouve. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 grandes habiletés qu'il faut toujours garder en tête quand on anime un atelier de philosophie et si possible, essayer toujours d'aller les titiller, les questionner pour qu'ils arrivent à les exercer. À présent, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on a le temps de faire une petite pause. Donc, je passe, si vous le voulez bien, pour qu'on ait un petit peu de temps à la fin, à quelques outils pratiques que vous pouvez mettre en place. Alors maintenant, venons-en aux thèmes, les thèmes qu'on choisit pour mener un débat avec les jeunes adolescents délinquants ou en grosse difficulté. Alors, choisir un thème, préparer son plan, ce sont 2 moments très importants quand on veut lancer un débat philosophique. Voici quelques idées. J'espère qu'elles pourront vous aider, vous donner des pistes. En tout cas, moi, je sais que ce sont des thèmes qui ont bien fonctionné. Alors, le premier slide, voilà, par exemple, on pourrait leur poser la question, peut-on manipuler quelqu'un sans le vouloir ou sans en avoir conscience? Peut-on se faire justice soi-même? Alors ça, c'est un atelier qui fonctionne du tonnerre de feu de Dieu. Je pars, moi, de l'affaire Catherine Sauvage, cette femme qui a tiré à bout portant dans le dos de son mari après 25 ans de souffrance. Mais il y a bien d'autres sujets et exemples qu'on pourrait. Et alors, c'est marrant de voir comment, en 1h30, 2 heures, les points de vue évoluent. Pourquoi se dispute-t-on? D'où viennent les conflits? Comment résister à une tentative de manipulation? On peut aussi travailler sur, tout simplement, c'est quoi apprendre, à quoi ça sert d'aller à l'école. Parce que finalement, des fois, on a des mineurs qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans et qui ne vont plus au collège, par exemple. Les lois sont-elles nécessaires à l'humanité? À quoi servent-elles? Etc., etc. Autre slide. Alors, un monde sans violence est-il possible? Et être capable de changer d'avis, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? C'est quoi être libre? Qu'est-ce qu'un citoyen? Être jugé par les autres, est-ce que ça compte? À quoi me sert le regard de l'autre? Peut-on se passer de chef? Qu'est-ce qu'un bon chef? Et là, on va travailler sur la notion de démocratie. Les différences sont-elles un problème pour vivre ensemble? Tous les hommes sont-ils frères en humanité? Peut-on fraterniser avec son ennemi? C'est quoi le handicap? On va voir que ce dispositif, il va faire sens avec plus de puissance parce que justement, on va s'appuyer sur des supports inducteurs de grande qualité. Littérature, presse, street art, mythes fondateurs, cinéma, œuvres d'art. Le choix est infini et va dépendre de la personnalité de chaque animateur. Pourquoi des supports inducteurs? Eh bien, parce qu'ils vont permettre aux jeunes de se décentrer pour pouvoir entrer dans le concept.
et afin de s'approprier le monde de la pensée. On l'a vu, hein, il y a des problématiques un petit peu sensibles, comme celle de la radicalisation ou de la manipulation. Et le danger, là, c'est que le débat risque de se réduire à une suite, comme le disait le camarade tout à l'heure, de dénégation. Eh oui, bien entendu, c'est toujours l'autre qui est manipulé, c'est jamais soi-même. On va donc relever et dénoncer volontiers les influences chez le voisin, sans voir celles dont on est soi-même victime. Alors, dans ce cas, mieux vaut, pour ne pas avoir de confrontation trop brutale, procéder par voie indirecte sur les représentations mentales à partir de techniques comme le photolangage, quelques énoncés choisis avec soin, une revue de presse, l'analyse de publicité. On choisira des thèmes qui mettent en scène des préjugés comme le statut de la femme, les différences raciales, religieuses, culturelles, sociales, la délinquance, le handicap, l'orientation sexuelle, le chômage, les migrants. Bref, on peut proposer aussi une liste d'affirmations entre lesquelles chaque participant choisira celle à laquelle il adhère et qu'il devra justifier par un raisonnement argumenté. La comparaison des choix, la confrontation des données réelles, scientifiquement vérifiées, tout ça va permettre de prendre conscience de l'influence des médias et des réseaux sociaux ou même du milieu familial, social ou culturel auquel on appartient finalement. En cela, ces supports constituent, comme l'explique très bien Edwige Chirouter, une excellente médiation pour aborder ces questions philosophiques en mettant la bonne distance et en autorisant la problématisation. Voici encore d'autres exemples de supports inducteurs sur, par exemple, le thème de la guerre, non, c'était avant, de la richesse, vs la pauvreté, le racisme, encore d'autres. Bref, j'arrive bientôt à ma conclusion. Ce qu'il faut, c'est leur donner des outils pour affiner leur pensée, pour les aider à leur donner à voir qu'il existe vraiment plein de points de vue différents. Voici encore d'autres exemples de supports que vous pourriez utiliser, mais je vous encourage à fabriquer vous-même vos propres photolangages en fonction des groupes que vous aurez à… Alors, avec le type du webinaire, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, je ne maîtrise pas de vous montrer des corpus de texte parce que ça serait écrit en tout petit, ça prendrait trop de temps. Mais bien évidemment, il y a énormément de textes et vous en avez sûrement plein sous le coude selon les disciplines que vous enseignez. Rapidement maintenant, un petit point sur la posture. Alors, ça dépend encore de la personnalité de celui ou de celle qui anime. La seule contrainte, bien évidemment, c'est on ne donne jamais son propre point de vue au cours de la discussion. Donc, principe de neutralité fondamental, même si on sait que fatalement, en tant qu'animateur, on a son propre point de vue. Mais il va s'agir ici de ne pas le présenter afin de ne pas influencer le cours du débat. C'est mon point de vue, en tout cas. Autre impératif également, alors évidemment, quand on a des propos qui contreviennent à la loi, on fait un rappel à la loi en leur disant que les propos homophobes, sexistes, racistes, etc. sont des délits et sont interdits par la loi. Voilà. Personnellement, moi, je préconise un étayage plutôt moyen, fort au début. Et au fur et à mesure, quand les jeunes s'approprient bien le dispositif et qu'ils se sentent plus à l'aise pour prendre la parole, eh bien, l'animateur se met de plus en plus en retrait. Voici à présent vite fait quelques exemples de fiches de préparation. Par exemple, sur la question de tout à l'heure, une société sans loi est-elle possible? Vous pourriez, par exemple, proposer ces questions. Ce n'est pas exhaustif, je tiens à le dire. Bien évidemment, on s'appuie sur son plan, qu'on a évidemment élaboré en amont de manière sérieuse et rigoureuse. Mais en fait, ça sert quand le débat patine, quand les enfants, enfin les élèves, les jeunes n'ont pas encore l'automatisme d'oser prendre la parole. Ça sert donc à relancer et à étayer le débat, mais toujours garder à l'esprit qu'il faut rester souple et de ne pas s'enfermer dans son plan de discussion parce que finalement, le but, c'est vraiment de suivre le chemin autonome que va prendre le groupe. Et puis, on voit qu'avec les années, avec le temps, notre geste pédagogique devient plus lucide et on se sent beaucoup plus à l'aise à laisser un petit peu son plan de discussion de côté. Alors, d'autres exemples de fiches.
Quelle heure il est? 42, ça va. Alors, croire savoir, qu'est-ce qu'une croyance, par exemple, voilà. Pouvez-vous donner des exemples de croyances? Rien que cette question, déjà, elle est suffisamment dense. Existe-t-il des degrés entre le doute radical, je ne sais pas tout, et la certitude absolue? C'est vrai, sans aucun doute possible. Est-ce qu'il peut y avoir de la nuance? Comment pouvez-vous savoir qu'une chose est vraie ou fausse? Bref, autre fiche possible que vous aurez, chers participants. Par exemple, sur la liberté de la presse. Mais je dois vous dire qu'il m'arrive très souvent de travailler sur des questions qui sont très éloignées du plan de lutte antiterroriste, à la demande des animateurs, des éducateurs spécialisés qui me disent que non, on ne va pas arriver avec des gros sabots pour parler que de radicalisation, de la loi. Bien évidemment, le but, c'est de leur donner des ouvertures, des horizons pour qu'ils puissent penser le monde dans son ensemble. Et voilà. Là, sur la liberté de la presse, vous avez ces questions. Je vous ai mis comme ça en exemple. Rapidement à présent, avant de finir, quelques mots sur la métacognition, que j'inclus le plus possible dans ma pratique. La métacognition s'inspire des neurosciences. En effet, un travail de métacognition peut aussi être mis, alors là oui, c'est une fiche sur le racisme, peut être mis en place. Moi, ça me paraît vraiment essentiel quand on cherche à atteindre une visée émancipatrice. Quand on réfléchit, quand on pense, quand on raisonne ou quand on parle, en fait, on fait des actes cognitifs. Tout ce qui se rapporte à l'acte de penser, c'est considéré comme de la cognition. Avec des habiletés comme on fait des hypothèses, on dégage des conséquences, on fournit des critères, on synthétise. Tout ça, c'est de l'ordre de la cognition. Mais quand on parle de métacognition, on fait référence à un autre mode de pensée. Effectuer des actes métacognitifs, moi je pense que c'est fondamental, c'est faire un retour la plupart du temps critique sur la manière dont on s'est pris pour résoudre un problème, répondre à une question, arriver à telle ou telle conclusion. Et donc finalement, c'est réfléchir sur l'acte de réfléchir. Et ça consistera vraiment à prendre le temps d'évaluer si les outils qu'on a utilisés, ils ont été correctement employés. Je vous ai mis sur la diapo quelques exemples de métacognition. Voilà, donc je vais maintenant passer à la dernière partie rapidement sur cette expérience finistérienne avec les jeunes mineurs délinquants. Ils ont la plupart du temps entre 12 et 20 ans. Certains sont scolarisés au collège, au lycée. J'ai même parfois des étudiants qui sont en première année de fac et qui ont commis un petit délit qui n'a pas nécessité une incarcération. J'ai des jeunes qui sont déscolarisés complètement. J'ai des jeunes qui sont en apprentissage. J'ai des jeunes sans papier. J'ai des migrants. On voit que les profils sont très variés en fonction de chaque histoire. À Quimper, c'est souvent dans le cadre de stages de citoyenneté. Donc, vraiment, je me retrouve souvent avec des gamins avec un très, très bon niveau qui sont souvent en seconde, première terminale et qui ont fait juste une petite connerie. Ils ont tagué une poubelle et ils se retrouvent en stage de cito. Et avec eux, évidemment, ça ne sera pas pareil que quand j'interviens en maison d'arrêt, où là, les problématiques sont vraiment différentes. Là, les jeunes sont vraiment emplis de colère. La plupart, c'est vrai, ils sont issus des cités, des ghettos, même s'il pourrait y arriver qu'il y ait peut-être, je ne sais pas, mais pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé de tomber sur un jeune incarcéré qui viendrait d'un milieu très favorisé. Donc, voilà, ça questionne aussi. Alors, je peux vous dire que leur lexique est souvent très, très coloré. Voire très, très spécial et qu'il faut acheter un décodeur pour comprendre. Mais enfin bon, j'y arrive. Ça demande, ce type d'animation en prison, vraiment de la souplesse et beaucoup d'adaptabilité parce que sachez qu'on a le droit de faire entrer aucun document. À la limite, un stylo et encore. Je n'ai pas le droit de rentrer avec des documents, de projeter quoi que ce soit, de ramener des livres. Je n'ai même pas le droit à un thermos de café, pour vous dire, ni à une bouteille d'eau. Donc, c'est vraiment compliqué, mais on s'adapte. Ce qui ressort de tout ça, c'est que ce que je peux constater chez ces jeunes, comme d'ailleurs chez les jeunes qui n'ont aucun problème de délinquance, c'est le défaut d'esprit critique. Et on voit bien que ça vient peut-être de notre système éducatif qui s'articule souvent
sur deux conceptions du savoir et de l'intelligence qui se polarisent. Donc, on a deux conceptions, peut-être, je ne sais pas. Une qui s'appuierait sur le savoir révélé par l'institution et l'autre qui consisterait à mobiliser l'intelligence par la capacité de discussion, du questionnement, de l'argumentation et du doute. On a donc ici deux visions éducatives qui peinent à voir émerger des pratiques innovantes, telles les discussions à visée philosophique. Mais bon, avec les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, nous pensons vraiment que former à la pensée critique, c'est puissant pour endiguer les dérives dans lesquelles se retrouvent ces jeunes. Pratiquer le débat philosophique, c'est important parce que d'autant plus quand les jeunes sont identifiés comme réceptifs au discours extrême et qu'ils seraient susceptibles de s'inscrire dans des manifestations ou même dans des actes de terrorisme, parce que finalement, c'est au travers de ces temps d'échange que les éducateurs qui sont toujours là et qui participent au même titre que les jeunes au débat peuvent les observer et justement décèlent des choses qu'ils n'auraient jamais pu déceler différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on l'a vu, la diffusion de discours radicaux véhiculés sur Internet, mais aussi relayés par des personnes physiques, va toucher ces jeunes avec beaucoup plus d'acuité, d'autant plus qu'ils vivent rarement dans un cadre sécurisant, équilibré et aimant. On voit bien que la déformation, elle va venir ici se confondre avec leur besoin d'appartenance à un groupe, un besoin d'idéal. Les chercheurs Gélab et Marcelier, dans leur ouvrage « Bienveillance et bien-être à l'école », paru en 2018, écrivent dans un rapport, et je les cite, « À l'école et particulièrement dans certains lycées dits sensibles, les problématiques de violence, des marqueurs de délinquance affichent autant de refus de savoir et de penser que de marqueurs de vulnérabilité d'adolescents en lien avec la complexité de la société. » En France, on le voit, toutes les actions de prévention qui ont déjà été menées, elles s'appuient sur la démonstration que cette pratique-là, elle fait découvrir aux jeunes qu'ils peuvent changer d'avis, qu'ils peuvent changer d'opinion sans s'attaquer à eux frontalement. Parce que très souvent, ils arrivent avec la conviction de leurs idéologies. La puissance de la philosophie en tant que discipline, c'est justement ici de faire vivre sur le mode dialogique, socratique, une approche qui va venir tout en subtilité rejeter les dogmes, les certitudes, les croyances, qui va les habituer, les séduire pour qu'ils apprécient, qu'ils goûtent le fait de douter, car comme le disait encore une fois Wittgenstein, la philosophie, ce n'est pas une doctrine, c'est une activité. C'est en pensant qu'on apprend à penser, c'est en philosophant qu'on apprend à philosopher. Et d'ailleurs, Marie-France Daniel, chercheuse canadienne, le dit très justement, ce type de dialogue pragmatique met un accent particulier sur la reconstruction de l'expérience individuelle et sociale et comprend l'éducation comme un processus réflexif toujours en mouvement. En effet, on est dans une démarche maïeutique où l'investissement progressif et positif de la relation éducative et psychologique va devenir plus facile. Et donc, on va aider le jeune dans son parcours de vie à éclairer finalement sa quête d'idéal. On va l'aider à s'émanciper. Jacques Lévin l'avait d'ailleurs aussi théorisé en expliquant, Jacques Lévin, psychanalyste, en expliquant que la motivation des jeunes à philosopher se rapportait à trois sortes de pulsions. La pulsion d'équivalence qui renvoie le jeune à l'interlocuteur valable. La seconde qui renvoie au plaisir de découvrir le monde et le vouloir savoir, ce qu'il appelle le vouloir savoir en philosophie. Et la troisième pulsion qui est celle qui va faire en sorte que les sujets soient confrontés à des forces contraires afin qu'ils aient le désir d'être des vrais représentants de la civilisation. On le voit, la didactique de cette discipline, qu'il faudra bien entendu, je pense, un jour réformer, ne permet pas, en l'état actuel des choses, en 9 mois de classe de terminale pour filière générale, de construire chez les jeunes ces habiletés de pensée et donc de construire une véritable éducation à l'esprit critique. Nous le constatons et c'est très dommageable pour la société et pour la démocratie. Alors, voilà donc un petit peu quelle est ma démarche. J'espère que j'aurai été claire quand j'interviens auprès de ces jeunes qui
arrive en rejetant le système éducatif. Je pars du postulat qu'ils sont aptes et qu'ils sont légitimes à s'approprier le monde de la pensée. J'arrive donc devant eux sans préjugés, aucun préjugé sur leur capacité réflexive, sur leur intelligence, car je n'oublie pas, comme le disait Ricoeur, qu'il faut faire crédit à quiconque quant à sa capacité à trouver sa vérité, sa part d'esprit, son étincelle de sens. Les résultats sont là, ils se mesurent. Amélioration du climat, ce qui n'est pas rien. Développement de l'autonomie, de la capacité de discernement. Voilà, donc pour ma part, je le répète, je m'appuie toujours sur le postulat défendu par Joseph Jacotot dans Le Maître ignorant de Jacques Rancière, le postulat qui dit qu'il existe vraiment une égalité des intelligences. D'ailleurs, je commence toujours mes séances par leur parler de ça, en leur disant que je ne suis pas là en tant que professeur, mais vraiment en tant que co-chercheuse, et que nous sommes tous là pour essayer de trouver des réponses. Il n'y a pas d'un côté un enseignant qui détient un savoir et de l'autre des élèves qui n'ont qu'à le recevoir. Montaigne l'avait déjà dit il y a 400 ans, l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est un feu qu'on allume. Donc, il doit y avoir ce désir de co-construire un savoir élaboré par tous et qui va progressivement prendre forme. Donc, on est vraiment dans les conditions du débat démocratique où tous les participants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. D'ailleurs, les participants détenus ou pas détenus ne s'y trompent pas et ils reconnaissent dans leurs propres propos le plus souvent un certain émerveillement au moment des synthèses, quand on leur restitue les synthèses, ils se disent « Waouh, c'est moi qui ai pensé ça ». Voilà, il faudrait finalement inscrire de manière résolue dans tous nos gestes pédagogiques et de façon transversale cette approche éducative, quel que soit le type de public qu'on a. Je suis obligée de faire très vite, donc je vais m'arrêter peut-être. J'avais beaucoup de choses à dire aussi sur le placement d'autorité, enfin bon, et également, on a pris du retard, et également, j'avais beaucoup de choses à dire également sur quelques phrases, enfin quelques phrases que j'avais relevées de ce qu'ils pensent, eux. Mais bon, je m'arrête, cher public, parce que l'heure tourne et je ne vais pas vous grignoter sur votre temps. Alors, il nous reste quoi, les 5-10 minutes pour un temps d'échange tous ensemble. Merci de votre attention. Merci Myriam Merci beaucoup, Myriam. L'intervention. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à lever la main avec la petite icône qui s'y prête et on vous distribuera la parole à ce moment-là. Stéphanie, si vous voulez prendre la parole. Allez-y, Stéphanie. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour. 2 questions. Est-ce que vous pourriez préciser, vous dites que c'est donc sur le long terme que vous intervenez, revenir peut-être et repréciser un petit peu comment ça s'inscrit dans le temps. Et vous venez de parler de la synthèse, sous quelle forme elle se fait? Est-ce que c'est justement en fin de cycle d'intervention que ça se fait à l'oral et comment? Et si vous pouvez dire quelques mots sur ce que vous disiez, le placement d'autorité que vous n'avez pas eu le temps d'aborder, mais juste en quelques mots, ça serait vraiment intéressant. Voilà, merci. Oui, alors, ça dépend. En fait, il y a des jeunes que je veux revoir plusieurs mois parce qu'ils ne sont pas sortis de leur situation. D'autres que je ne verrai qu'une seule fois. Donc là, on n'est pas sur un temps long. C'est ceux qui ont commis simplement des petits délits. Pour ce qui est du temps de synthèse, en fait, moi je leur dis, on a ouvert un espace de pensée, on va le clôturer, on va le fermer, et donc je réserve toujours 10 à 15 minutes où on va apporter une conclusion à ce qu'on a dit. Très souvent, j'enregistre les ateliers et ensuite je fais une transcription de ce qui me paraît intéressant. Puis des fois, il y a des éducateurs. J'ai souvent, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le dire, mais j'ai souvent des magistrats stagiaires, des étudiants en droit, des assistantes sociales, bref, énormément de professionnels qui gravitent autour de
de la justice qui viennent observer. Donc, ça montre aussi l'intérêt qu'il y a en Bretagne. Donc, voilà, la clôture, elle permet de synthétiser tout ce qui a été dit. Et quand je revois certains, eh bien, on en reparle. Pour le placement d'autorité, moi, j'ai envie de dire, mais là, je n'ai pas le temps, c'est que le simple dispositif que tu présentes, que tu mets en place, permet d'évacuer tous les problèmes de pollution qui seraient dus à des comportements. Bon, voilà. Quand je suis en milieu carcéral, je te le dis tout de suite, c'est en général, bon, en tout cas sur Brest, il y a 9 cellules seulement. Il n'y a pas toujours 9 détenus au moment où j'y suis. Donc, et pour des raisons de conflit entre eux, j'ai souvent des groupes de 3. Tu vois, donc là, c'est quand même assez gérable. En milieu ouvert, je peux arriver à 15-20 jeunes, mais les éducateurs sont là. Ils savent quand même que les éducateurs sont là, même si les éducateurs sont là en tant que participants qui participent au débat. Je n'ai pas de problème, je n'ai jamais rencontré de problème grave. Après, voilà, je ne te cache pas que certains ont un langage fleuri. Voilà, il faut s'adapter, il ne faut pas être choqué. Mais c'est parce qu'ils jouent les cacous. Certains, ils jouent les cacous. Voilà, ils vont utiliser exprès un langage codé. Mais bon, il faut désamorcer ça avec humour et souplesse. Et finalement, il faut les apprivoiser parce qu'ils sont vraiment écorchés. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Merci. Je t'en prie. Mais si ça t'intéresse, tu peux toujours essayer de me joindre en dehors du webinaire et on pourra discuter vachement plus longtemps si tu veux, avec plaisir. Je n'osais pas le demander, mais puisque c'est proposé, je me saisis complètement de la proposition, je le ferai. Merci beaucoup. Oh, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Catherine, c'est ça, Catherine. Okay. Oui, bonjour. Bonjour Myriam. Et, je voulais savoir si tu avais, je ne suis pas sûre d'avoir bien capté tout, hein, mais si tu avais une formation philosophique parmi toutes tes nombreuses compétences. Merci. Comme je le disais au tout début de l'introduction, je ne sais pas si tu es arrivé en retard, enfin, on a commencé en retard. J'ai effectivement une formation avec Edwige Cherouter à l'Université de Nantes. Et puis j'ai poursuivi à l'Université de Descartes, Paris Descartes, un diplôme en philosophie pratique de l'éducation et de la formation. Et plus, évidemment, une formation sur le terrain qui me semble importante, mais qui n'est encore qu'en cours d'acquisition. Parce que je le dis, on apprend tous les jours. Tu serais intéressé, toi, par intervenir avec ce type de public? Oui, bien sûr. Ça me fait très peur, en fait. T'es dans quelle région? Je suis du côté entre Avignon et Aix. Honnêtement, si tu es vraiment portée, appuyée et introduite, entre guillemets, par l'équipe des éducateurs spécialisés, voilà, les rencontres, tu présentes la pratique, tu montres l'intérêt, tu peux même parler de l'expérience bretonne, parce que c'est vrai qu'on est avec un petit peu ce que fait ma copine Juliette Boucher à Nanterre. Enfin, elle ne le fait plus, elle est en congé maternité. Mais il y a peu encore de PJJ qui font rentrer la philosophie. On connaît la philosophie chez les majeurs. Ça existe depuis plus de 40 ans. Mais chez les mineurs, de toute façon, chez les mineurs, c'était il y a 5-6 ans encore un ovni en France, la philosophie avec les enfants. C'est grâce à Edwige, notre porte-parole, notre grand gourou, et puis à plein d'autres, bien sûr, Christian Budex, Olivier Blond, Michel Tozzi, Michel Sasseville, François Galichet, j'ai peur d'en oublier, pardon, Charlie Renard, Céline, Chiara, Johanna, bref, c'est grâce à toutes ces personnalités que c'est devenu quelque chose qui n'est plus du tout considéré comme surprenant. Et donc, dans les prisons et dans les quartiers des mineurs et dans les PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, ça commence à entrer. C'est vrai que nous, en Bretagne, on est en pointe. J'ai toujours dit, vive la Bretagne. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur… Oui, il y a Claire, il y a Céline aussi qui ont des questions. Allez-y, Claire.
Oui, bonjour. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est comment sont présentées les rencontres? Comment elles sont appelées? Parce que quand on parle de philosophie, moi, j'ai toujours l'impression que ça fait peur à certaines personnes. Donc, comment sont présentées les rencontres? Et est-ce que c'est des volontaires ou est-ce que c'est imposé au public que vous avez? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand ce sont des stages de citoyenneté, c'est obligatoire pour eux. Donc, ils arrivent tous en faisant la gueule, mais au bout de 5 minutes, tu les vois, ils se détendent et ils s'approprient le dispositif. Et d'ailleurs, pendant les 2 jours de stage de citoyenneté, ils n'ont pas que de la philosophie. Ils vont avoir 2 heures de philosophie, mais ils ont plein d'autres activités. Et à la fin de ces 2 jours, ils ont un entretien avec leur éducateur spécialisé et ils remplissent quelque part une sorte de questionnaire en fait, de satisfaction. Et il faut le dire, j'ai pas eu le temps de le dire hélas, c'est tellement de choses à dire là-dessus, c'est que la pratique philo, les ateliers philo arrivent en tête du podium. C'est l'activité qu'ils ont le plus aimée. Incroyable, incroyable. Alors que on pourrait se dire, waouh, ils vont plutôt préférer aller faire un stage dans une radio ou un stage de slam. Eh ben non, c'est la pratique philosophique. Voilà. Alors, non, moi, je ne veux pas enlever le mot philosophique parce qu'il n'a pas été déposé encore, je crois, par une start-up, enfin, j'espère, à moins que ce soit passé l'année dernière. Donc, c'est de la philosophie parce qu'on essaye de penser, on fabrique de la pensée. Et donc, moi, je leur dis, voilà, très nettement. Mais évidemment, je présente aussi tout le background, toute la littérature qui est abondante sur cette pratique et tous les bienfaits. Et puis, ils sont convaincus. De toute façon, je te dis, ils sont convaincus. J'avoue que parfois, sur les réseaux sociaux, j'ai cru lire des commentaires assez incroyables de gens qui trouvaient ça ignoble de proposer de la philosophie ou quelque activité que ce soit à des détenus parce qu'en fait, ils mériteraient juste un cachot avec du pain gris, enfin du pain dur, de l'eau et des coups de fouet, quoi. Et ça ressemblait donner de la confiture à des cochons. Mais voilà, il y a de tout dans la société, surtout dans notre nouvelle Zemmour société. Donc évidemment, non. Mais heureusement, t'inquiète pas, dans les PJJ, les éducateurs, ils ont quand même des valeurs humanistes chevillées au corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font ce métier la plupart du temps. La plupart du temps. Ouais. Donc voilà, voilà. Merci à Frédéric et à Nicolas parce que c'est vraiment deux monuments extraordinaires. Non, mais si, il faut vous rendre le temps que vous passez, votre implication, c'est vous qui permettez ces temps d'échange et c'est vous qui avez porté ce projet de parcours. Franchement, rien que pour ça, bravo les gars. Merci Myriam. Je rebondis sur ce que vous aviez dit, notamment par rapport au fait que vous aimeriez voir des profs de maths ou de sciences vous solliciter pour les interventions en classe sur la philosophie. On en profite du coup pour vous annoncer pour l'année prochaine, si tout se passe bien, on organise une 3e session, une troisième année sur les nouvelles pratiques philosophiques. Et on débutera 2022-2023 par Mathieu Gagnon, qui justement abordera cette thématique-là, de la transversalité de la philosophie à travers les disciplines et comment en fait on peut avoir une interrogation philosophique en maths, en sciences ou dans d'autres domaines et comment justement ça permet de travailler l'esprit critique et le questionnement philosophique à travers des disciplines qui a priori ne sont pas forcément les prédisposées ou en tout cas perçues comme telles par le public. Oui, c'est ça. Et bon, vous verrez, on aura l'occasion de vous le représenter, mais pas uniquement du point de vue des questions socialement vives, en fait. C'est ça que voulait dire Mathieu Gagnon. Mais on vous présentera tout ça au mois de juin, à la dernière session du parcours de cette année. On vous fera une présentation plus précise avec Nicolas du parcours de 2022-2023 qui lui sera en 12 étapes en tout. Je suis obligée de vous dire au revoir. Oui, merci beaucoup Myriam. À très bientôt Myriam. On reprend contact avec vous justement pour voir qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre section. Un immense merci. Un immense merci à vous Myriam, c'était super. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.